Alors, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Connectez-vous. J'espère que tout le monde va bien. On va expliquer ce qui se passe. On va vous expliquer ce qui se passe parce que beaucoup ne savent pas. Je vais vous exposer tout. Et pour finir, on va donner des conseils aux concernés. C'est très important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Et aussi bonjour à tous et à toutes. Parce que ceux qui sont aux États-Unis, peut-être ils se font tard là-bas. Donc pour eux, c'est bonsoir. Nous qui sommes en Europe, c'est bonjour. Et ceux qui sont en Afrique, c'est bonjour. Ceux qui sont en Asie, peut-être ils dorment déjà. Donc c'est un bonsoir. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Maudon, appelez-moi Gungu, laisse-moi mourir 5 plein de royal padrino, camari des ou la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous expliquer ce qui se passe. Pourquoi l'Europe chasse Soro Diom sur le territoire européen? C'est une question d'Europe. Pourquoi les pays européens ne veulent pas de Guillaume Soro? C'est très important. Je vais vous expliquer. Et pour finir, on va donner des conseils à Guillaume Soro, comment il doit se comporter pour que Alassane Ouattara lâche prise pour lui permettre de vivre un peu. Parce que s'il veut continuer dans ce bras de fer, il va perdre. Écoutez-moi, il va perdre. Parce que la réalité est différente du mensonge. Le fait de dire non, lui et Alassane Ouattara, ils ont bataillé sur la politique française, et que lui, il a pris Macron pour le mettre dans sa poche, et que Alassane Ouattara a pris le Drian. Mais lui, Soro Diom, il joue avec les intérêts des nations. Il pense que la politique, c'est une histoire d'amitié. La politique n'est pas amicale. La politique est une histoire d'intérêt. Donc, la France défend ses intérêts. Et les intérêts de la France doivent être défendus par le président de la République de la France, qui délègue un ministre des Affaires étrangères pour s'occuper des intérêts de la France en dehors du territoire français. Donc, M. Drian, il représente les intérêts français en dehors des frontières françaises. Donc, si lui, il est d'accord avec le président ivoirien, c'est au nom des intérêts français qu'il est pour le président ivoirien. Donc, Soro Diom, il pense que la politique, c'est une histoire de copain-copine, ou bien c'est une histoire de copinage. Non, Soro Diom, quittez dans votre rêve. Quittez dans ça et sachez bel et bien que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Toi, tu n'es pas au pouvoir. Et tu penses que la France va te soutenir. Mais la France, tu ne vois pas le Covid-19. La France a un problème déjà. N'a pas assez de budget pour financer des rébellions, pour pouvoir renverser un gouvernement. Tu penses que la France va t'apporter un soutien logistique, matériel et financier pour renverser Alassane Ouattara? Mais ce sont des milliards d'euros qui seront mis en jeu. Or, les caisses françaises balancent dans tous les sens. Les caisses françaises ne sont pas stables. Ça veut dire que l'économie française est en train d'agoniser. Donc, la France ne peut pas se permettre de lancer une offensive ou bien de pousser quelqu'un à faire une rébellion contre l'État ivoirien qui est lui aussi de nos jours bien armé. Donc il y a plusieurs partenaires aujourd'hui, militaires, économiques et tout. Donc la France sait que si jamais elle se lance sur ce terrain politique, elle va perdre. Parce que dès lors que la Côte d'Ivoire va voir clair que la France est derrière Soro Diom dans le but de renverser le pouvoir en place, alors le pouvoir en place sera obligé de signer un accord militaire avec un autre partenaire. Ah oui, une autre grande puissance. Donc la France va passer son temps à dépenser sans gain de cause. Donc le président français a vu clair dedans. Il a dit, je préfère travailler avec ceux qui sont déjà au pouvoir que de travailler avec un petit terroriste, un petit rebelle, un petit coup d'étaïste du nom de Guillaume Soro. Donc ils t'ont bien blanqué, c'est ça la France. Je te dis toujours de ne pas faire confiance
aux dirigeants français. Parce qu'ils peuvent te berner, ils peuvent te promettre des merveilles et vers la fin te lâcher. Tu as bel et bien compris? Je pense que c'est une leçon de ta vie et tu comprendras. Tu ne vas plus être sûr à 100% pour dire non, ils m'ont promis. Promettre et la réaliser, c'est différent. Et j'avais dit aux militaires ivoiriens de ne pas céder aux promesses de Soro Guillaume parce que vous avez déjà les postes. Et ce que Soro Guillaume vous promettait, c'était dans le virtuel. Il vous a promis, mais ces promesses ne sont pas une réalité. Donc vous avez bien fait de ne pas se laisser manipuler par Guillaume Soro. Lui-même qui était sûr de lui, qu'il allait avoir le soutien de la France et des États-Unis, vers la fin, il se voit lâché par ces deux États. Il comprendra que la politique, là, ce n'est pas une histoire de copain ou copine. La politique, c'est une histoire d'intérêt. Si la France voit que ses intérêts sont dans les mains du RADP et dans les mains du président élu fraîchement, avec bravoure et détermination de la part du peuple ivoirien, la France ne peut pas lui déclarer la guerre dans le but de soutenir Soro Guillaume. Donc la France n'est pas sûre de remporter la victoire militaire. Parce que de nos jours, il y a plusieurs puissances. Et beaucoup de pays, beaucoup de nations rêvent d'avoir des partenaires en Afrique. Donc la France ne peut plus faire cette erreur stratégique parce que le faire est égal à chasser la France de la Côte d'Ivoire et pousser d'autres puissances à s'immiscer dans la politique militaire de notre pays. La France comprend bel et bien la géostratégie et la géopolitique. Toi, Soro Guillaume, c'est toi qui n'as rien compris encore. Donc, pourquoi l'Occident ne veut pas de Guillaume Soro? Vous savez, tous ceux qui demandent asile, je dis bien tous ceux qui demandent asile, que tu aies des arguments ou pas, que tu aies des preuves ou pas, lorsque tu demandes l'asile politique, parce que pour Guillaume Soro, c'est l'asile politique qu'il a demandé. Il n'a pas demandé autre asile, parce qu'il y a plusieurs sortes d'asile. Il y a asile qu'on demande parce que tu fais partie d'une confession religieuse. Par exemple, ta famille en Côte d'Ivoire est musulmane et toi, tu ne veux pas être musulman ou musulmane, donc tu décides d'être chrétien ou chrétienne. Pour cela, ta famille veut ta peau. Ta famille te dit que tout le monde est musulman ici. Toi, d'où vient cette idée de devenir chrétien ou chrétienne? Donc, on va te faire du mal. Pour cela, tu fuis ta famille pour venir te mettre à l'abri en Iran. Et il faudrait qu'il y ait des preuves de ce que tu fais avancer. Donc on appelle ça la demande d'asile religieuse. En ce moment-là, on peut te donner les documents parce que ta vie est menacée au pays par le biais des membres de ta famille qui sont déterminés, coûte que coûte, à te faire du mal. Donc tu peux demander asile. Ça n'a rien à voir avec l'asile politique. Il y a autre asile. Parce qu'il y a le mariage forcé. Tes parents, toi femme, tes parents, t'obligent à épouser un homme que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas d'affection pour lui. Mais les parents te demandent de l'épouser parce que ce dernier a de l'argent ou bien ce dernier s'entend très bien avec ta famille. Et toi, ne voulant pas épouser ce dernier, tu t'échappes, tu fuis pour sauver ta peau et épouser l'homme que toi-même tu aimes. Dans ce cas-là, on parle de mariage forcé. Donc, tu demandes l'asile au nom du mariage forcé parce que tes parents veulent te forcer à épouser un homme que tu détestes, que tu n'aimes pas, dont tu n'as pas d'affection, tu n'as pas d'amour pour lui. En ce moment-là, si tu demandes l'asile, on te donne l'asile. Ça fait partie de demande d'asile au nom du mariage forcé. Tu peux aussi demander l'asile. Toi, en tant que femme, si tu es une jeune fille, tes parents veulent t'exciser, c'est-à-dire ils veulent couper ton clitoris. Excusez-moi pour le terme. Et toi, tu ne veux pas. Tu dis, je ne veux pas l'excision. Je ne veux pas que mes parents m'excisent. Pour cela, tu t'échappes pour te mettre à abri et être comme toute femme qui a besoin d'affection, qui a besoin de goût, qui a besoin d'amour. À ce moment-là, tu fuis pour aller demander asile parce que tes parents veulent t'exciser. À ce moment-là, on te donne les papiers. Ou soit, toi, la mère, tu as été déjà excisée.
et que tu accouches un enfant avec un homme, et toi, la famille maternelle ou la famille paternelle du bébé, veut coûte que coûte exciser ton enfant parce que ton enfant c'est une fille. Et comme toi, la mère, tu as déjà connu la douleur de l'excision, tu décides de fuir avec ton enfant parce que tu ne veux pas qu'on excise ton enfant. En ce moment-là, tu cours et tu viens en Europe et tu demandes asile au nom de ton enfant, pas en ton nom, mais au nom, tu dis je demande asile au nom de mon enfant pour protéger mon enfant parce que la vie de mon enfant est menacée, parce que les gens veulent exciser mon enfant. Et moi, en tant que mère, connaissant la douleur de l'excision, je ne veux pas qu'on excise mon enfant. En ce moment-là, on te donne les papiers au nom de ton enfant parce que c'est normal. Il faut protéger les enfants ici en Europe. On te donne les documents. Maintenant, l'asile politique, concernant le cas de Guillaume Soro, c'est différent de ce que je viens de dire. Il y a plusieurs sortes d'asile. Si on veut rentrer dans le but, mais on n'est pas venu parler de ça. Mais j'ai expliqué un peu pour faire comprendre les uns et les autres. Maintenant, l'asile politique, là, ça veut dire, tu cours, tu fuis ton pays parce que ton pays veut te faire du mal. On te reproche des choses que tu n'as pas faites. Et donc, pour cela, ta vie est en danger au pays là-bas. Et donc, si tu te retournes au pays, soit tu pars en prison, soit on te ôte la vie. Donc, pour cela, tu fuis, tu viens ici et tu dis, bon, je demande la protection. Je demande l'asile politique. Je veux qu'on me protège. On appelle ça la demande d'asile politique. Et c'est ça le cas de Guillaume Soro. Donc, Soro Guillaume, bien vrai, il a des problèmes en Côte d'Ivoire. Il a des problèmes en Côte d'Ivoire. On pouvait lui accorder la demande d'asile ici, en Europe. Mais avant de t'accorder l'asile politique, on rentre dans ton passé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui représentent l'État où tu as demandé l'asile. Par exemple, si tu as demandé l'asile en France, il y a des représentants français en Côte d'Ivoire qui connaissent les réalités de la Côte d'Ivoire. Et donc, tout ce que toi tu vas dire, eux, ils vont leur demander. Est-ce que ce que celui-là dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela se passe réellement en Côte d'Ivoire? Maintenant, eux là, ils vont faire leur rapport pour dire oui, effectivement, ce qu'il a dit, oui, ça se passe et nous approuvons cela. À ce moment-là, on t'accorde l'asile. Mais, ce que tu dis, si cela n'existe pas là-bas, ils ne vont pas te accorder l'asile. Ils vont trouver que tu es un menteur. En ce moment-là, ils te refusent les documents. Maintenant, ce que tu dis, si c'est vrai, mais en même temps que tu es recherché par ton gouvernement, et dont le gouvernement détient des preuves irréfutables et inattaquables envers ta personne, et transmet ces preuves à l'État dans lequel tu allais demander l'asile, par exemple, Soro Guillaume demande asile en France. Il dit qu'il est menacé et qu'il n'a rien fait. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il ne va pas dire qu'il a fait quelque chose. Il va dire qu'il n'a rien fait. On veut lui faire du mal parce que tout simplement, il a décidé d'être candidat. Et donc, comme le gouvernement ivoirien, dirigé par Alassane Ouattara, voyant la menace de la candidature de Guillaume Soro, décide de le poursuivre. Sans que Soro Guillaume ne commette un crime quelconque. Et donc, les avocats de Guillaume Soro vont s'accrocher sur ça pour faire un dossier en béton. En retour, l'État français doit savoir où la justice française doit creuser encore plus profondément pour savoir est-ce que ce que Soro Guillaume l'a dit, est-ce que c'est vrai? S'il est poursuivi, est-ce que c'est parce que tout simplement il a déclaré d'être candidat, raison pour laquelle il est poursuivi, ou est-ce qu'il a fait d'autres choses? À ce moment-là, on demande parce que Soro Guillaume n'est pas n'importe qui, c'est une personnalité en Côte d'Ivoire. On demande à la justice ivoirienne, pourquoi poursuivez-vous cet individu? Pourquoi poursuivez-vous Soro Guillaume? C'est à la justice ivoirienne de fournir des preuves irréfutables, inattaquables et vérifiables qui attestent réellement que la plainte portée contre Soro Guillaume est bel et bien une plainte normale et non une plainte politique. En ce moment-là, la justice française va analyser les preuves de part et d'autre, c'est-à-dire les preuves que le camp de Soro Guillaume va apporter et les preuves que l'État ivoirien, représenté par la justice ivoirienne, va apporter. Après analyse, ils vont trancher pour dire que la justice ivoirienne a raison ou la justice ivoirienne a tort.
Si la justice ivoirienne a tort, en ce moment-là, Soro Guillaume gagne. Et donc, on lui donne ses papiers. Si dans le cas contraire, la justice ivoirienne gagne raison sur la personne de Soro Guillaume a tort et la justice ivoirienne sort victorieuse. En ce moment-là, on refuse les papiers à Guillaume Soro. Donc, vous savez qu'il y a un accord de Schengen ici en Europe. C'est-à-dire quoi? Je vous explique. Qu'est-ce que c'est que l'accord? Je dis la loi Dublin. La loi Dublin. Bon, on va dire la loi Dublin ou le Dublin. Le Dublin, c'est quoi? C'est un accord signé en Irlande qui a pour capitale Dublin. Donc, c'est une loi signée par les 27 pays, plutôt que les 26 pays européens, dont la loi a été votée à Dublin. Et donc, ils ont décidé d'appeler ça la loi Dublin. La loi Dublin. Alors, le Dublin, c'est quoi? Ça veut dire quand tu quittes ton pays, le pays qui t'a donné le visa, il y a l'accord Dublin et l'accord Schengen. L'accord Schengen, c'est la libre circulation des biens et des personnes au sein des 28 pays ou les 27 pays composant l'UE. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu prends le visa de la France, tu as le droit de circuler, aller en Suisse, va en Irlande, comment on appelle ça, en Belgique, tu peux aller en Suède, tu peux te balader dans les 27 États avec le visa Schengen que tu as eu de la part de la France, parce que c'est un accord qui les lie. Mais l'accord de Dublin, là, c'est différent. Ça, c'est un accord qui fonctionne dans le domaine des demandeurs d'asile. C'est-à-dire quoi? Par exemple, tu quittes la Côte d'Ivoire et tu viens en Europe. Mais avant de quitter la Côte d'Ivoire pour venir en Europe, qui t'a donné le visa? Quel pays qui t'a donné le visa? Si c'est la France qui t'a délivré le visa depuis la Côte d'Ivoire pour l'Europe, si tu veux demander asile, c'est la France seule. Je dis bien, c'est la France seule qui est compétente à étudier tes dossiers de demande d'asile, de demandeurs d'asile. Donc, tu ne peux pas prendre un visa français, venir en Europe et quitter là-bas pour venir en Belgique pour demander asile. Les Belges vont te dire non, on a vu tes empreintes. On a vu tes empreintes, on sait que tu as eu le visa français. Et donc, au nom de ce visa français que tu as eu, par en France. Donc, la Belgique va te rapatrier sur le territoire français pour que la France étudie tes dossiers. Si tu pars en Suisse, la Suisse va te rapatrier en France. Parce que ce n'est pas la Suisse qui t'a donné le visa, ce n'est pas la Belgique qui t'a donné le visa. Dans le cas contraire, pour ceux qui prennent l'eau pour venir, quand tu prends l'eau là, tu viens là, c'est dans quel pays tu atterris le premier? Question. Dans quel pays? Si tu atterris pour la première fois en Espagne, et que tu as mis tes 10 doigts sur, comment on appelle ça? Sur la machine, et que, ouais, si ils ont pris tes empreintes digitales en débarquant sur le territoire espagnol, et que tu laisses tes doigts, on prend tes empreintes, tu ne peux plus quitter l'Espagne pour venir en France pour dire non, tu demandes asile là-bas. Quand ils vont voir, ils vont dire, ah, mais tes empreintes, on a vu ça en Espagne. Repars en Espagne pour demander asile. Si tu ne veux pas repartir en Espagne, mais tu vas devenir clochard dans les rues françaises. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, ils sont sans abri, ils sont dans les différents pays européens, ils dorment au dehors parce qu'ils ont refusé de traiter leur dossier. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas dans ces pays-là qu'ils ont débarqué pour la première fois, ou bien ce ne sont pas ces pays dans lesquels ils ont laissé pour la première fois leurs empreintes. Donc ces pays refusent de traiter leurs dossiers. Voilà pourquoi vous les voyez dans les rues. Que ce soit en France, en Belgique, en Suisse et tout, ou en Italie, c'est ça la cause. Maintenant, le cas de Soro Guillaume, la France a étudié ses dossiers et avec les preuves de l'État ivoirien, la France constate bel et bien que Soro Guillaume n'était pas quelqu'un qui était poursuivi par rapport à sa candidature, mais il est poursuivi parce que il a essayé à plusieurs reprises de déstabiliser la nation ivoirienne. À ce moment-là, il est considéré comme un élément dangereux et donc la France refuse de lui accorder l'asile. La France refuse qu'il habite sur le territoire français. Et donc la France lui donne un ordre de quitter immédiat. Est-ce que vous comprenez? Donc l'ordre de quitter le territoire français lui a été donné. Dans le cas contraire, s'il ne veut pas quitter le territoire français,
et que la France découvre encore qu'il est toujours sur le territoire français, c'est la police française qui va l'attraper, la police de l'immigration, qui va venir l'attraper et le rapatrier sur le territoire ivoirien. Mais c'est comme ça. Quand on te refile les documents, on te dit ordre de quitter. On tape ça et puis on dit ordre de quitter. C'est à toi maintenant de prendre la propre décision. Si tu veux partir de ta propre conscience, tu t'en vas, tu quittes le territoire. Si tu ne veux pas partir, et que tu joues au cache-cache, tu habites dans le pays, tu joues, tu n'as pas d'adresse, on ne sait pas où tu es, mais écoute, le jour où on t'attrape, on voit, on prend, on dit papier, tu n'as pas de papier, on tape, on constate qu'il y avait déjà un autre de quitter sur ta personne. Et que tu es toujours dans le pays, on ne te lâche plus. On te conduit directement dans un centre de détention des migrants. On appelle ça centre fermé. On te conduit là-bas directement. Une fois là-bas, on prend ton ticket, on prend un billet d'avion et on demande, on négocie avec l'ambassadeur de l'État d'où tu viens, hein, de ton pays. On négocie avec lui pour dire, l'ambassadeur n'a qu'à donner un laissez-passer. Et l'ambassadeur donne un laissez-passer. Et l'État d'où tu viens, c'est-à-dire l'État français, paye ton billet d'avion et te met dans un vol qui part sur le territoire ivoirien. Ce sont, c'est-à-dire les militaires ou les gendarmes t'accompagnent. Si tu ne veux pas aller, paisiblement. Mais il y a des gens, il y a des militaires bien armés jusqu'aux dents qui t'attrapent, qui te font monter et ils te menottent. S'il faut attacher tes deux pieds, tes deux bras, ils te menottent et ils te mettent dans l'avion pour te rapatrier sur ton territoire, dans ton pays. Donc, selon Guillaume, l'ordre de quitter lui a été donné sur le territoire français, sans délai, ouais, ordre de quitter immédiat le territoire français. Donc, il a vu, il a constaté que l'ordre de quitter le territoire français lui a été donné. Voyez, la France, on ne l'a pas attrapé à cause du Covid et tout. Donc, on ne peut pas attraper quelqu'un pour le mettre dans un centre de détention dans le but de négocier le rapatrier. Donc, ils lui ont donné l'ordre de quitter le territoire français parce qu'il n'est plus le bienvenu, parce que la France a découvert que ce monsieur est un danger pour la sécurité française et les intérêts français. Parce que s'il reste en France pour déstabiliser, les Ivoiriens risquent d'accuser la France pour dire, mais écoutez, lui qui déstabilise la Côte d'Ivoire, il est en France et la France le protège. Et donc, en ce moment-là, les Ivoiriens risquent de s'apprendre aux intérêts français. Or, la France, on ne veut pas ça. Ou l'État ivoirien risque de signer un accord, un partenariat avec d'autres puissances qui va, cet accord-là va nuire les intérêts français sur le territoire ivoirien. La France, en voyant cette menace, constatant que Guillaume Soro est une menace pour les intérêts français, la France a demandé à Guillaume Soro de quitter le territoire français avec effet immédiat. Donc, Soro Guillaume a fui pour aller en Suisse. Il s'est renseigné, il sait que côté femme, ça ne peut pas marcher. Procédure pour épouser femme là, ça ne peut pas marcher parce que dans tous les cas, s'il s'en va en Suisse pour se marier, ils vont lui demander d'amener un document ivoirien, d'aller de repartir en Côte d'Ivoire pour demander le visa suisse, pour prendre un vol spécial pour revenir encore en Suisse avant qu'on ne lui donne les documents. Donc Soro Guillaume a vu que non, ce n'était pas la peine et qu'il ne pouvait pas. De la Suisse, il fuit, nuitamment parlant, pour venir sur le territoire belge. Il vient en Belgique, pensant que la Belgique est la capitale de l'Union européenne. Et en Belgique se trouvent tous les bâtiments qui représentent les institutions de l'UE. Donc il s'est dit que c'est le poumon de l'UE et donc étant ici, ils ne vont pas le rapatrier. Étant ici, il peut faire les démarches facilement, il peut se déplacer d'un point A à un point B pour saisir les différentes institutions, afin que sa sécurité soit garantie, afin qu'il ne soit pas rapatrié en Côte d'Ivoire. Mais non, c'est différent. Soro Guillaume n'est pas ici en Europe pour autre chose. Il est ici parce qu'il a tenté de déstabiliser. Or, les pays de l'UE communiquent. Ils ont des accords en commun. Et donc, il se transmet les informations. Soro Guillaume, il ne peut pas dire qu'en venant en Belgique, les gens n'étaient pas au courant. Les services de renseignement français sont bel et bien au courant parce qu'autour de lui se trouvent les anciens bosseurs de la DGSE et bel et bien de d'autres services de renseignement qui sont autour de lui. Or, entre eux, les anciens, là, ils communiquent. Ils donnent les informations à leurs amis qui ne travaillent pas à Soro Guillaume, mais qui sont là pour la France, qui ont aussi des liens avec les nouveaux membres du service de renseignement français ou des nouveaux membres des services de renseignement français. Donc, ils transmettent les informations
au service de renseignement français et eux, à leur tour, ils remettent les informations à l'État français. Dès lors que l'État français est au courant, alors lui, à son tour, il informe l'État ivoirien pour dire voici votre client est dans tel endroit. Donc, Soro Diom, voilà comment il est repéré de jour en jour, voilà comment les gens savent où il est. Voilà comment les gens savent où Soro Diom il se trouve à tel jour, à tel moment et tout. Il veut brouiller les pistes, mais c'est difficile pour lui. Maintenant, la Belgique, où il a tenté, la Belgique a refusé. Parce que la Belgique a vu qu'il n'a pas pris le visa belge pour venir en Belgique. Même s'il avait un passeport diplomatique, mais où il est venu pour la première fois, c'est la France. Où il a demandé asile pour la première fois, c'est la France. Donc, il a laissé des empreintes en France. La Belgique lui dit non, c'est inadmissible et impossible de traiter des dossiers parce que ton premier pays où tu as demandé asile, c'est la France parce qu'on voit tes empreintes. Repars en France, la France va étudier tes dossiers. Sachant bel et bien qu'il a reçu un ordre de quitter avec effet immédiat du territoire français. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, la Belgique lui demande de partir. Soro Diom veut faire un recours pour qu'on casse le Dublin parce que souvent on peut casser le Dublin. Je m'explique. Comment on casse le Dublin? Imaginons que moi, Guégué, j'ai pris mon vol depuis la Côte d'Ivoire et j'ai atterri en Espagne. Est-ce que vous comprenez? J'ai atterri en Espagne parce que l'Espagne, soit je viens de la Côte d'Ivoire et avant de venir en Europe, j'ai été depuis la Côte d'Ivoire au sein de l'ambassade de l'Espagne pour avoir mon visa. Là-bas, ils vont prendre mes empreintes au sein de l'ambassade. Donc, les empreintes qu'ils vont prendre au sein de l'ambassade, là, c'est déjà communiqué en Espagne. Et ces empreintes sont déjà situées au bureau central de l'Union européenne qui se trouve à Luxembourg. Est-ce que Luxembourg, c'est un pays? Donc, quand tu prends un visa d'un pays européen depuis ton territoire, depuis ton pays natal, pour venir en Europe, tes empreintes et tout ton nom, tout est déjà centralisé à Luxembourg. Donc, quand tu viens en Europe ici, partout où tu vas passer, on sait quel pays qui t'a donné le visa. Donc, imaginons moi, Djedje, je quitte la Côte d'Ivoire. Je prends des empreintes au sein de l'ambassade de l'Espagne. L'Espagne me délivre le visa. Mon vol direct, l'Espagne. Je viens en Espagne. Une fois en Espagne, mon visa expire. Hein? Si c'est expiré, je dis truc, expire en fait. Si c'est expiré, et que je ne veux pas repartir en Côte d'Ivoire, et que je veux demander asile en Espagne, je demande asile en Espagne, et l'Espagne me dit non, on te refuse l'asile et tout. Et je vois qu'à un moment donné, ma vie en Espagne est menacée. Ou soit je ne demande pas de visa en Espagne, ou soit je ne demande pas d'asile en Espagne. Étant en Espagne, je vois que mon visa inspire. Donc je fuis l'Espagne pour venir par exemple à Bruxelles, en Belgique. Et je fais demande d'asile en Belgique. Sachant bel et bien qu'en Espagne, je n'ai personne, je dors dans les rues. Je ne sais pas comment faire pour manger, je ne sais pas. Je n'ai pas autre solution en Espagne. Et donc je deviens un clochard. Par exemple, je suis un clochard en Espagne. Alors, je dois prouver à la Belgique que pendant que je vivais en Espagne, je dormais dans la rue. Je dois avoir des photos, des vidéos pour dire oui, en Espagne, là-bas, je dormais dans la rue. Je n'avais pas de moyens. Pour manger, c'était tout un problème. Donc, par peur de me retrouver encore dans les rues espagnoles, je demande à l'État belge d'annuler ce Dublin. De ne pas tenir compte de quel pays qui m'a donné le visa pour venir en Europe. Mais au nom de l'humanisme, je demande à la justice belge d'annuler cette loi de Dublin et de traiter mes dossiers. En ce moment-là, il y aura des avocats qui vont me soutenir dans mes arguments. Et avec détermination et preuve pour utiliser des lois belges qui disent que si quelqu'un n'a pas de soutien, si quelqu'un n'a pas de famille, si quelqu'un n'a pas de moyens pour s'occuper de lui-même, pour prendre un hôtel et qui se retrouve dans la rue, il vit seul, il ne sait pas comment manger, alors au nom des actions humanitaires, l'État belge n'a pas le droit de refouler ce dernier dans le pays qui est incapable de l'accueillir, qui est incapable de lui donner un logement. Donc en ce nom-là, ils vont annuler le Dublin et traiter les dossiers de l'individu. Pour voir maintenant pourquoi l'individu demande maintenant l'asile dans leur pays. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans ton pays? Pourquoi tu as fui ton pays d'origine?
Et ils vont voir, ils vont étudier les dossiers pour voir si tu as raison ou pas. Si tu as raison, en ce moment-là, ils t'accordent l'asile, ils te donnent le document. Si tu n'as pas raison, mais ils vont te dire, écoute, eux là, ils ne vont plus traiter avec l'État où tu as quitté. C'est l'Espagne qui t'avait donné le visa. Maintenant, tu as dit, ils n'ont qu'à annuler le Dublin. Donc, si le Dublin est annulé là, eux, ils considèrent que depuis que tu as quitté la Côte d'Ivoire, la Belgique a été ton premier pays où tu atterris. Donc, ils ont le droit sur toi. C'est-à-dire, en ce moment-là, ils ont le droit de te refouler dans ton pays ou de te garder sur le territoire. Donc, au moment où ils ont le droit sur ta personne et qu'ils te refusent l'asile, ils peuvent t'arrêter un bon matin, te menotter, prendre un avion et te balancer, te faire balancer en Côte d'Ivoire. Or, avec le cas Soro, l'État ivoirien est prêt. Je dis bien, l'État ivoirien est prêt à demander à la Belgique de le mettre dans un vol spécial et que le gouvernement ivoirien paye la facture pour prendre Soro uniquement pour l'emmener en Côte d'Ivoire et que l'État ivoirien est prêt à payer la facture de ça. Même si c'est 10 milliards, Alassane Ouattara est prêt pour payer les 10 milliards afin que Soro Guillaume soit accueilli comme un petit corbeau au sein de notre nation. Donc Soro Guillaume, voyant le danger, l'État belge a étudié les dossiers de Guillaume Soro parce que les dossiers vont vite. Quand il s'agit de personnalités et tout, eux, ils accélèrent. Voilà, parce que quand ils tapent, ils savent qui tu es. Donc, ils ne tapent pas, ils ne font pas traîner tes dossiers en fait. Dès que tu viens, ils savent que oui, tu es quelqu'un qui peut apporter une bonne économie à leur pays et tout. Donc, s'ils te donnent les documents, tu peux investir dans leur pays. Tu ne vas pas vivre sur leur dos. En ce moment-là, ils accélèrent tes dossiers. Mais quand ils ont découvert les rapports français, parce qu'ils ont communiqué, ils ont découvert, parce qu'ils ont su qu'ils venaient de la France. Donc la Belgique a demandé la France. La France dit, ah, donc Soro Guillaume est chez vous. C'est ce que Soro oublie. Dans n'importe quelle nation de l'UE où il va mettre les pieds, dès qu'il arrive, il va mettre ses empreintes pour dire asile. Cette nation va demander à la France pour dire, mais nous avons chez nous Soro Guillaume qui demande asile. Or, nous constatons que c'est la France. Il a été, en France, il a été le premier, c'est-à-dire c'est en France il a demandé pour la première fois l'asile. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne lui avez pas accordé cet asile? La France va donner sa version. Donc en ce moment-là, la France va le localiser. La France sait dans quelle nation il se trouve. Comme lui, il ne connaît rien et il pense que c'est comme ça. Non, c'est comme ça se passe. Donc quand il est venu en Belgique, la Belgique a communiqué directement avec la France. En ce moment-là, la France a été informée, informe la Côte d'Ivoire pour dire le net de Frère Kessedougou se trouve en Belgique. Mais il ne comprend pas, il pense que le pays, écoute, le monde est lié. Nous sommes dans une globalisation. Nous sommes dans un monde global qui nous lie l'un et l'autre à travers le numérique. Donc Internet là nous lie. Donc nous sommes dans un gros village. Et donc chacun parle sa langue, mais nous sommes liés par des lois. Et les lois sont les lois numériques et tout. Donc on s'écoute, on se parle, quel que soit là où tu es. Donc quand tu te déplaces d'une nation à une autre, sache que la nation où tu allais là va communiquer à l'autre nation d'où tu viens. À ce moment-là, les services de renseignement ivoiriens vont te localiser. Ce n'est pas histoire de sorcellerie, Soro. Tu dois savoir que ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas histoire de sorcellerie. Par exemple, tu te demandes, mais pourquoi le gouvernement, ils n'ont pas mis les gens à ta trousse? Tout simplement parce que tu es en Europe. Et en Europe, là, il y a 28 pays. L'Angleterre est sortie, ça fait 27. Donc, parmi ces pays-là, où tu vas mettre tes pieds, ces pays vont toujours communiquer avec la France. Parce que la France a été le premier pays où tu as demandé asile. Donc, la France a refusé. Donc, si tu demandes asile en Belgique, la Belgique informe la France. Pourquoi vous avez refusé l'asile à Guillaume Soro? Parce qu'ils voient ton histoire que tu as racontée en France, là. Tout est répertorié, tout est centralisé à Luxembourg. C'est là-bas que se trouve leur grand siège. Donc, chaque histoire que tu rencontres, voilà pourquoi d'autres ils ne savent pas. Ils savent, ils demandent asile en France, ils rencontrent une histoire. Quand ils quittent la France, ils viennent en Belgique, ils inventent une autre histoire. Ils savent que tu es un menteur. Parce que ce que tu as rencontré en France là, cette histoire-là, c'est-à-dire on met ton nom, tes empreintes, ta photo, on dit voici l'histoire que tu as rencontrée, ça y est en bas. Une grande page bien ouverte. Et ça y est au bureau central qui se trouve à Luxembourg. Donc si tu vis en Belgique, tu changes de version,
Ils vont dire, mais eux, ils vont voir ton ancienne histoire que tu avais rencontrée en France. Quand ils vont comparer, ils voient que non, ce sont deux histoires différentes. Ils vont dire, c'est un menteur. En ce moment-là, tu n'es plus crédible. Donc, tu dois rester toujours sur ta ligne de conduite. C'est que tu as rencontré en France, là. Quand tu viens en Belgique, il faut rencontrer la même chose. En ce moment-là, on sait que tu es crédible. Parce qu'il ne faut pas te cacher. Ils vont te voir. Ils vont voir tes bêtises que tu as dit ou la réalité que tu as dit en France. Ils vont voir. Partout où tu vas passer en Europe ici. Et ils vont toujours informer. Voilà comment la traçabilité de Soro Guillaume est répertoriée. Voilà comment on sait où Soro Guillaume est aujourd'hui, où il est demain. Parce qu'il ne peut pas aller dans une nation, sachant bien que son séjour sur le pays, dans l'espace Schengen est périmé. Ce n'est plus valable. Donc s'il va dans un autre pays, il doit se faire identifier par cette nation. Parce que s'il ne se fait pas identifier, qu'on l'attrape, il est sur le territoire de façon illégale. Donc avec ordre de quitter immédiat, avec effet immédiat, donc il risque de se retrouver en Côte d'Ivoire un bon matin, sans même qu'il ne prenne ses gardes. Alors, donc à chaque déplacement, il doit informer la nouvelle nation où il se trouve. Automatiquement, le gouvernement ivoirien est informé et sait que Soro Guillaume, quand il sera en Europe, là, ça sera ainsi. Mais le jour où il va quitter l'Europe pour aller dans une autre nation qui est en dehors de l'Union européenne, en ce moment-là, les autres nations ne vont plus informer la France parce qu'ils n'ont pas d'accord entre elle et la France pour dire, si tu as demandé asile en France et que tu quittes là-bas pour aller là-bas, il faudrait... Non, eux, ils n'ont pas d'accord avec la France. Mais tant qu'il sera en Europe, tous les pays européens ont des accords. Soro Guillaume doit le savoir, donc il se cache pour rien. C'est-à-dire, l'État ivoirien le sait et il sait où il se trouve. Ce n'est qu'une question de temps. Quand Alassane va être investi président, dans le mois de décembre, bien sûr, parce que je sais que c'est le 15 décembre, avant que la nouvelle n'arrive, il sera investi président de la République de Côte d'Ivoire. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire va maintenant utiliser ses leviers politiques pour traquer Guillaume Soro partout où il est. Pour pousser les différents États dans lesquels il se trouve, pour que ces États l'expulsent. Si ces États ne veulent pas que leurs intérêts qui se trouvent en Côte d'Ivoire soient en difficulté, ou les contrats juteux que ces États prévoient de signer avec l'État ivoirien soient mis hors d'état de nuit. Or, en politique, il n'y a pas histoire d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et Guillaume Soro, donc ce n'est pas à cause de Guillaume Soro, et leurs sociétés vont rater des vrais contrats. Imaginons qu'on dit, bon, il y a une construction d'un grand pont qui vaut à des centaines de milliards, ou bien des milliards de dollars. Donc, au nom de Guillaume Soro, eux, ils vont rater ce contrat-là. Et puis, ils gagnent quoi? Non. Eux, ils doivent signer ces contrats-là pour le bien-être de leurs concitoyens. Parce que leurs citoyens doivent vivre. Et ils vivent au nom de ces contrats. Donc, ils ne vont pas protéger Soro Guillaume pour perdre des contrats jutés en Côte d'Ivoire. Imaginons qu'Alassane Ouattara veut construire un barrage, ou bien un aéroport, ou un pont. On dit, bon, ce pont-là, on doit donner ça à une société belge qui doit construire ce pont. Et donc, ce pont-là vaut au moins 1000 milliards de francs CFA. Au moins, je ne sais pas combien de milliards, 5 milliards de francs, d'euros. Ils ne vont pas perdre ce marché de 5 milliards d'euros là, au nom de du petit nez de Fakese Dougou. Parce que lui-même, il n'a pas ces milliards dans son compte. Donc, ils ne vont pas le protéger. Et à la fin, eux, ils vont gagner quoi? Parce qu'ils n'ont pas d'influence sur la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils vont renverser le gouvernement ivoirien. Et non. Parce que s'ils se comportent comme ça, c'est qu'ils sont maudits, c'est eux qui vont perdre dans le film. Et la France va gagner, les États-Unis vont gagner. Donc, c'est une concurrence. Chacun veut sa part du marché. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si eux, ils veulent des marchés en Côte d'Ivoire et qu'ils savent que Soro Guillaume est sur le territoire, c'est-à-dire, tu me donnes, je te donne. Le gouvernement ivoirien veut Soro Guillaume. Puisqu'il est ici en Belgique, la Belgique, ils ne sont pas gaou aussi. Hein. Ils ont dit à Soro qu'il ne peut pas demander asile ici parce que tant. Mais Soro Guillaume a fait un recours. Donc, au nom du recours, mais c'est tout à fait normal. Les avocats sont là, eux, ils veulent leur jeton, ils veulent leur argent. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent leur argent. Donc, pour ça, le gouvernement belge va retarder la procédure dans le but de recevoir une demande d'extradition de Soro Guillaume sur le territoire ivoirien. Et quand le gouvernement belge va recevoir ça, là, mais c'est un bonheur. C'est-à-dire,
C'est un bon plat sur une très bonne table dorée. Qu'est-ce que l'État va dire? Bon, dit, ok, nous avons Soro, il est chez nous. On va tout faire pour l'empêcher de sortir de la Belgique. Il sera surveillé par des services de renseignement belges. Donc, empêcher Soro Guillaume par tous les moyens de sortir encore de la Belgique. Donc, l'État belge est sûr à 100% que Soro Guillaume est surveillé. Partout où il va, ils vont mettre des civils qui sont payés, qui font partie du service de renseignement belge, de le surveiller. S'ils montent dans la voiture, eux aussi ils montent dans la voiture. En tout cas, ils vont savoir là où il vit. Ils vont mettre des gens comme des clochards qui vont être là pour le surveiller. Tu vas penser que c'est un clochard, un fou. Or, pourtant, c'est un membre du renseignement qui est là comme ça. Soro Guillaume, il a pitié de lui, il va lui donner les 10 euros, les 20 euros. Or, pourtant, il est là pour surveiller Soro, sans que lui-même ne le sache. Donc, la Belgique va demander à l'État ivoirien, écoutez, on va vous livrer Soro Guillaume, mais en retour, là, vous nous donnez quoi? Vous nous donnez quoi pour qu'on vous livre Soro Guillaume? C'est gagnant-gagnant. Écoute, moi j'ai un bijou qui te coûte cher et que tu veux le récupérer. Moi aussi je veux quelque chose chez toi. Mais tu me demandes ce bijou, mais avant de te donner ce bijou, je te dis, mais je veux aussi l'autre. Tu me donnes, je te donne. Donc l'État ivoirien sera obligé, l'État ivoirien sera obligé de dire à l'État belge qu'il y a des marchés ici. Qu'est-ce que vous voulez comme marché? En ce temps, l'État belge va demander à l'État ivoirien quels sont les différents marchés qui sont libres. L'État ivoirien va dire, bon, il y a tant. Donc la Belgique va maintenant regarder parmi ces sociétés qui sont spécialisées dans ces différents domaines et proposer plusieurs sociétés à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va négocier avec ces différentes sociétés. La Côte d'Ivoire va voir parmi les différentes sociétés belges, celles qui sont moins coûteuses. Pour dire, bon, ces prix que vous nous proposez, ça nous arrange, donc nous on prend ça, les autres on ne veut pas. À ce moment-là, une fois les parts de marché, les parts du marché, les parts des marchés trouvés en Côte d'Ivoire, la Belgique livre Soro Guillaume à l'État ivoirien et se fait une place au sein de la Côte d'Ivoire. En ce moment-là, la Côte d'Ivoire voit maintenant la Belgique comme un partenaire fiable. Et la Belgique va avoir des parts de marché en Côte d'Ivoire. En ce moment, Soro Guillaume est livré. Et c'est fini, on n'en parle plus. Donc moi, les conseils que je tiens à donner à Soro Guillaume, parce que dans la vie, là, il faut savoir. Il faut savoir marcher dans la vie. Vous savez, je ne suis pas d'accord avec les demandes de Guillaume Soro. Sa démarche rébellienne, je ne suis pas pour. Je ne suis pas un militant, un fervent défenseur des rebelles. Je suis pour la vérité et la justice. Mais lorsque tu sais que tu as tort et que tu demandes, même ici en Belgique, quand tu commets une erreur, que tu demandes pardon, quand on t'envoie devant les tribunaux, on te demande, est-ce que tu as demandé pardon à la victime? Si tu dis non, mais le procureur et le juge, ils vont dire, ah, mais donc ce mec il est gonflé. Mais si tu dis tu as demandé pardon, on demande à la victime, est-ce qu'il t'a demandé pardon? Si la victime dit oui, à ce moment-là, la sentence qui allait s'abattre sur toi va être allégée. Parce que demander pardon, ça veut dire c'est reconnaître ton tort vis-à-vis de l'autre. Donc, ils vont alléger la peine. Mais si tu n'as pas demandé pardon et que tu as tort, mon frère, ta peine sera très lourde comme la terre et tu vas l'assumer toi seul. Tu vas purger ta peine toi seul. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu as demandé pardon, ils vont dire, bon, tu allais partir en prison, mais ils ne vont pas te mettre en prison entre quatre murs. Tu seras en prison à ciel ouvert. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu es condamné, mais tu n'es pas enfermé entre quatre murs. Parce que tu as reconnu ton tort. Et ici, en Belgique, c'est comme ça. Donc, Soro Guillaume, sachant bien qu'il a tort. Parce qu'il y a des preuves solides, comme l'inox, comme le fer. Des preuves irréfutables, inattaquables et indéfendables sont sur la table qui attestent avec véracité que Soro Guillaume est réellement coupable des faits qui lui sont reprochés. En ce moment-là, si l'homme était humble, s'il parlait avec humilité et sagesse, Soro Guillaume allait entreprendre des démarches pour pouvoir s'excuser auprès des institutions ivoiriennes. Et celui qui incarne le peuple ivoirien, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, même s'il a été trop loin, même s'il a manqué du respect au président de la République,
Je sais qu'Alassane Ouattara, c'est un humain. Ce n'est pas quelqu'un qui est sauvage. Ce n'est pas quelqu'un qui est... Non. C'est-à-dire, dans la vie, quelqu'un peut te blesser comment. Tu peux être en colère. Tu vas vouloir en découdre avec lui. Mais lorsque ce dernier revient vers toi et prend des gens à qui tu écoutes et que ces gens viennent te demander pardon, à un moment donné, ton cœur commence à s'apaiser. Il faut savoir choisir des gens qui vont aller demander pardon à Alassane Ouattara. Il y a plusieurs chefs d'État. Même il y a aussi des diplomates européens. Il peut prendre d'autres parmi eux pour les envoyer. Il a l'argent là. Soro, il a l'argent. Il peut dire, écoutez, où l'affaire va, je n'arrive plus à comprendre. J'aimerais vous envoyer spécialement en Côte d'Ivoire. Il prend des Européens ici qui sont aussi écoutés par Guillaume Soro. Il prend des hommes, des femmes, il les envoie en Côte d'Ivoire spécialement pour rencontrer le chef de l'État ivoirien, pour lui faire part des inquiétudes de Guillaume Soro et du pardon de Guillaume Soro en son encontre. Et tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens et aux institutions du pays. En ce moment-là, Alassane, il va comprendre, il va dire, ok, je ne veux pas, je veux que la justice tant. Eux, ils vont demander pardon, ils vont savoir lui parler de façon diplomatique et stratégique. Ils vont lui parler. À ce moment-là, si Alassane était déterminé dans ces derniers temps à vouloir faire rapatrier Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, il va commencer à s'apaiser. C'est vrai, il va ralentir le processus d'extradition de Soro Guillaume. Il va dire, ah, il m'a demandé pardon et tout. Ok. À ce moment-là, Alassane va calmer un peu le jeu. Soro Guillaume, mais il ne cesse pas. Il va encore envoyer d'autres personnes. En ce moment, il prend les chefs d'État. Certains chefs d'État ou bien certains ministres des Affaires étrangères des pays africains, il sélectionne d'autres. Il peut parler avec eux là. Il peut leur envoyer, ils peuvent émettre des appels sur Skype, sur WhatsApp, sur Facebook. Il peut leur expliquer et ils payent leur billet d'avion aller-retour. À leur retour, mais qui parle d'argent là, ce mini en bac, il est là, il parle à quelqu'un qui ressent. Mais ce que je dis là, est-ce que on vous parle des faits qui sont des bonnes choses sensées et vous détournez le débat pour parler autre chose. Hein? Vraiment, Ivoirien, vraiment, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. C'est-à-dire où on vous parle des bonnes choses, vous êtes là à détourner le sujet pour distraire les gens. Ce vidéoman ressemble à quelqu'un qui aime l'argent. Mais vous n'aimez pas l'argent. Vous détestez l'argent. Alors ne travaillez plus dans vos vies. Ne travaillez plus dans votre vie. Restez là, ne cherchez pas l'argent. Regardez-moi des gens comme ça. Qui ne cherche pas l'argent? Alors, donc je disais, Soro Guillaume, il peut faire déléguer des ministres des Affaires étrangères, représentants des nations africaines, pour les envoyer en Côte d'Ivoire, et croiser aussi le ministre des Affaires étrangères ivoirien, pour parler et demander pardon au gouvernement ivoirien, et au gouvernement tout entier, tous les ministres, ainsi que le président. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, bon, beaucoup vont commencer à comprendre. Et Soro Guillaume, dans cette démarche, il va vouloir rentrer en contact direct avec le président ou bien la femme du président. Ah oui, s'il demande pardon, à un moment donné, il envoie aussi des femmes parce que c'est très important. Il faut aussi envoyer des femmes pour parler avec la première dame, envoyer des hommes pour parler avec le président. Donc la première, il doit tout faire pour toucher le cœur de l'un des deux en fait. Soit il touche le cœur du président ou il touche le cœur de la femme du président. À ce moment-là, tous les deux vont se parler et ils vont trouver un terrain d'entente dans le but de pardonner Soro Guillaume. Et Soro Guillaume va aviser pour tous ces dégâts qui ont été causés par ces ultimatums et ces démarches, qu'est-ce qui va se passer, Guillaume Soro? Est-ce que tu veux que la justice ivoirienne te condamne pour aller en prison, ou est-ce que tu vas dédommager toutes ces familles qui ont perdu un être cher et les gens qui ont vu leur bien détruit? Qu'est-ce que tu dis, Soro Guillaume? En ce moment-là, ils vont trouver un terrain d'entente.
si Soro Guillaume est prêt à croiser les différentes familles, que ce soit les familles d'opposition ou les familles du parti au pouvoir, mais il doit les croiser, les sélectionner et les dédommager, elles toutes, même si l'argent ne peut pas ramener les victimes. Mais c'est une manière aussi de demander pardon et reconnaître son tort. C'est important dans la vie. Une fois ces démarches entamées, ceux qui ont vu leurs biens détruits et tout, je ne parle pas de moi d'abord, les biens détruits et tout, bon, le gouvernement ivoirien peut dire, bon, comme c'est un fils du pays qui a brûlé les véhicules des gens, qui a lancé des mots d'ordre, et par le biais de ces mots d'ordre et tout, des gens ont saccagé les magasins des gens, brûlé les véhicules des gens. Bon, l'État ivoirien prend quelque chose pour rembourser ces biens des personnes qui ont été détruites. Et tout, pour que Soro Guillaume soit pardonné. C'est une bonne base. Et il faudrait que Soro Guillaume accepte qu'il ne va plus s'immiscer dans la politique durant les 10 ans à venir ou les 5 ans à venir. Ça sera sa sanction. S'il est prêt à accepter tout, on lui dit, Soro, en 2025, tu n'as pas le droit de parler de politique. Tu pourras parler de politique en 2030. Est-ce que tu es d'accord? Si oui, tu dédommages toutes les familles qui ont perdu des êtres humains suite à ton banditisme politique que tu as effectué sur notre nation. Et tu recules, tu ne parles plus de politique de la Côte d'Ivoire durant 5 ans. Tu pourras parler à nouveau de politique en 2030. Est-ce que tu es d'accord? S'il est d'accord, il signe devant la justice ivoirienne, il signe devant la justice internationale. Les personnalités politiques des différents pays doivent être là. Eux, ils doivent signer. Une fois ces signatures, c'est clair, Soro Guillaume ne peut plus violer ça. Quand il va, on dit Soro, et on lui dit, si jamais tu tentes de violer quoi que ce soit, automatiquement on te fout en taule parce que les règles sont déjà signées. Et tant. Donc à ce moment-là, il pourra parler. Mais s'il veut continuer dans son bras de fer avec le gouvernement ivoirien, il va perdre. Je lui dis clairement, il risque de perdre et il va perdre. Parce qu'il s'agit d'une affaire d'État. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Soro Guillaume doit comprendre. Et ceux qui sont les vautours, qui sont autour de lui, qui lui conseillent, qui lui donnent ces mauvais conseils, ils doivent prendre conscience. Afouchata Baba, elle peut s'agiter parce qu'elle s'en fout. Elle sait qu'elle est déjà milliardaire. Si Soro Guillaume a arrêté, elle va faire son travail d'avocate. C'est clair. Parce que c'est une avocate. Elle va aller travailler au barreau de Paris pour dire je défends encore à nouveau des dossiers. Pour se débrouiller petit à petit. Elle sait qu'elle est déjà milliardaire. Elle va faire son business en dehors du métier de l'avocat. Elle va faire des business, ouvrir des commerces. Son argent va rentrer chaque fin du mois. Est-ce que vous comprenez? Les agresseurs qui sont autour de Guillaume Soro, là, ils doivent comprendre. Franklin Yamsi, lui, il s'en fout. Il sait qu'il a eu des milliards. En suivant Soro Guillaume, il s'est enrichi. Donc, il peut ouvrir ses business au Cameroun par personne interposée, ses business en Côte d'Ivoire par personne interposée, des business en France, et puis il s'en fout. Il va toujours vivre en France en se disant professeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux là, ils s'en foutent. C'est Soro Guillaume qui n'a pas de métier. Si on l'arrête, il est foutu. C'est à lui de comprendre que tous ceux qui sont autour de lui là, ils s'en foutent. Et ces cyberactivistes qui l'encouragent. C'est un Soule de Paris, c'est Dogo Mouadou. Ceux-là, ils vivent par le biais du social français. Par le biais du social français. Eux, ils s'en foutent. Ils savent que si Soro Guillaume a arrêté, ils vont déclarer au truc, comme on les appelle, les allocations familiales en France. Et puis, ils peuvent toujours vivre. Donc, ils s'en foutent. C'est des gens qui ont fait beaucoup d'enfants. Et au nom de leurs enfants, ils sont payés. Donc, on donne beaucoup d'argent à leurs enfants. Donc, eux, ils travaillent pas, ils ont que le jeton tombe chaque fin du mois. Et ils sont là avec leurs femmes. Donc, ils sont là avec leurs femmes. Donc, ils s'en foutent. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je tenais à dire. Soro Guillaume va demander pardon. Va demander pardon avant qu'il ne soit trop tard.
C'est quelqu'un qui vous parle. Vous pouvez dire, mais Guégué, tu es qui pour nous parler? Mais Guégué vous parle en tant qu'un être humain, en tant qu'un Ivoirien. Je vous demande d'entamer des démarches, de demande de pardon, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous risquez de terminer votre course dans une cellule prisonnière en Côte d'Ivoire. Pour éviter ça, demandez pardon. Il y a des gens qui ont commis du tort, mais en demandant pardon, la justice là, ce sont des lois. Et ce sont des humains qui ont fait voter ces lois. Et ce sont ces humains-là qui font que d'autres humains respectent ces mêmes lois. C'est des humains qui ont fait voter ces lois, ce sont des humains qui demandent aussi, qui prennent aussi d'autres articles pour défaire ces lois qui font que la justice poursuit un tel ou un tel individu. Donc si vous entamez des démarches pardonnières, il faudrait qu'on invente des trucs. Vous devez savoir que le pardon vous sera accordé, puisque dans la Bible et dans le Coran, tout est dit. C'est-à-dire, les premiers livres de l'être humain, avant même que la justice humaine ne naisse, ne vienne sur terre. Et la justice de Dieu dit, quand tu as tort, tu as le droit de demander pardon. Voilà pourquoi chacun de nous, chaque jour, fait une prière pour demander pardon à Dieu. Sinon, si le pardon était inutile, qui allait partir à l'église, qui allait partir à la mosquée? Personne. Je dis bien personne. Parce que le tort que nous commettons chaque jour envers notre Créateur est assez. Nous commettons des péchés, mais cela ne nous empêche pas de demander pardon. Et notre Créateur nous accorde ses pardons. Ou bien ce pardon. Alors si nous demandons du pardon à notre Créateur, c'est qu'entre nous humains, on peut se pardonner. On peut se pardonner. Donc, Guillaume Soro, en tant qu'Ivoirien que je suis, en tant qu'Ivoirien que tu es, je te demande d'aller demander. Demander pardon n'est pas une faiblesse. Demander pardon là, ça va te faire grandir. Demander pardon là, ça va pousser les Ivoiriens à comprendre que Soro Guillaume, malgré ses défauts, malgré ses démarches, il a reconnu qu'il était dans le faux. Même des grandes personnalités du pays, si d'autres ne veulent pas, d'autres vont prendre position pour dire, écoutez, le monsieur, il demande pardon, accordons-lui le pardon. Donc, c'est-à-dire, même ceux-mêmes qui sont au pouvoir, ils seront divisés. Beaucoup vont dire, ils n'ont qu'à t'accorder le pardon, d'autres vont dire non. Et entre eux, ils vont débattre, ils vont réussir à convaincre le président. Mais ce qui est le plus important, c'est le président. Si lui, il a réussi à te pardonner, il y a un article au sein de la Constitution, puisque la Constitution est l'épine dorsale, c'est la colonne vertébrale, sur laquelle toutes les autres lois s'agrippent. Les articles et lois sont agrippés pour faire l'acte de naissance, c'est le certificat de nationalité du pays. Il y a un article là-bas qui fait partie de la Constitution ivoirienne, l'article 66, qui donne le plein pouvoir au président, en mettant à l'écart la justice ivoirienne, de prendre un décret présidentiel pour annuler toute poursuite juridique envers un concitoyen ou une concitoyenne ivoirienne ou ivoirien. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, votre démarche, c'est ce qui va vous sauver. Sinon, si vous voulez faire le duel avec Alassane Ouattara, vous risquez de perdre sur le ring parce que le terrain est miné. Si c'est Amori, s'il demande pardon, il peut être pardonné par la justice. Si le président, je prends le cas de Simone Gbagbo, je prends le cas des généraux qui sont en prison, excusez-moi, je prends le cas des généraux qui sont en prison en ce moment, c'est-à-dire ceux qui avaient défendu le régime de Gbagbo. Imaginons qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, il veut la liberté, il veut qu'ils sortent de la prison parce qu'il peut estimer qu'ils ont trop duré et donc il va leur donner une quelconque liberté. Alassane Ouattara peut décider de prendre un décret pour demander à la justice ivoirienne de les libérer, puisqu'il est le chef suprême de tout. Et le ministre de la justice, c'est à cause du gouvernement d'Alassane Ouattara que lui, il est là. Ce n'est pas Alassane qui dicte la justice, mais le président
le président a le droit, parce que c'est la justice ivoirienne qui lui permet cela, a le droit de prendre un décret pour annuler les poursuites judiciaires. Et il y a aussi des articles qui disent qu'un juge aussi a le droit de poursuivre le président de la République si ce juge constate que ce dernier a eu un comportement nocif envers la nation. Donc vous comprenez, les juges ont le droit parce qu'il y a des articles qui leur donnent le plein droit de poursuivre le président. Et il y a aussi des articles qui donnent le plein droit au président d'annuler toute poursuite envers un citoyen ivoirien. Donc c'est comme ça. Ne regardez pas, regardez la justice, c'est la condition, ça est dedans. Ne regardez pas vos émotions, non, c'est foutaise, non. Moi je vous dis la vérité. Alizé tapez l'article 66 de la Constitution ivoirienne de 2016. Regardez la Constitution, regardez l'article 66 et revenez pour dire Guégué, c'est un menteur. Et si l'article 66 ne donne pas le plein pouvoir au président de prendre un décret présidentiel pour gracier n'importe qui. Et vous, c'est sur ça Laurent Gbagbo s'était appuyé. Quand Soro Guillaume avait fait la rébellion, c'est sur ce décret-là qui s'était appuyé pour annuler toute poursuite juridique à l'encontre des rebelles. Il les avait graciés et tout, blanchis. Et il les avait fait il avait fait de ces généraux, de ces rebelles, des généraux au sein de l'armée. Il avait même fait de Soro Guillaume ministre au sein du gouvernement de Gbagbo. C'est parce qu'il y a des articles qui donnent. C'est la Constitution. On veut parler de loi. Mais on est dans la loi. Nous sommes dans les règles de la Constitution. Je ne suis pas là à violer quoi que ce soit. Donc, à vous de voir pour contredire Guégué s'il ment ou pas. Donc, les mêmes trucs sur lesquels Alassane s'est basé pour lever la poursuite juridique contre Simone Gbagbo parce qu'elle était condamnée à 20 ans. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la justice ivoirienne qui a regardé de gauche à droite, devant, derrière. Elle pour dire, bon, on lève, nous, Simone Gbagbo n'est plus condamné et tout, on s'en fout. Non. Puisqu'il y avait des plaintes contre elle, des victimes de la crise, leurs familles ont porté plainte contre Simone Gbagbo, qui poursuivait Simone Gbagbo. Et suite à la justice, suite au procès, elle a été reconnue coupable. Pour cela, elle avait été sanctionnée de purger une peine de 20 ans. Je dis bien 20 ans. Et donc pour cela, elle était mise dans une résidence surveillée qui était sa prison. Donc elle était dans une prison particulière, en dehors de la Maca. Il a fallu, c'est ce que je vous dis, que le président de la République dise que bon, comme c'est une femme, elle a quand même duré là-bas depuis 2011 jusqu'en 2018. Est-ce que vous comprenez? Comme elle a duré là-bas, moi, Alassane Ouattara, je prends la décision de la faire libérer. Et il prend un décret. Il fait sortir Simone Gbagbo. Ce jour-là, il avait fait sortir plusieurs prisonniers politiques. Même si les Afi ou Guessanson, ils étaient libres là. C'est grâce à ce même décret présidentiel que Alassane Ouattara avait pris là, qui avait fait libérer les Afi. Vous avez su qu'Afi, il pompait. En prison là-bas, il pompait. Mais si vous pensez qu'il était innocent, non, il n'était pas, il était coupable. Mais c'est parce que le président a eu pitié d'eux. Le président s'est dit que bon, ils ont duré là-bas. Comme j'ai pitié, je vais les libérer, peut-être ils vont changer. C'est en ce moment-là, le président a pris un décret pour les libérer. Et la justice n'a pas le droit de s'opposer aux décisions du président. C'est clair. Donc, cette poursuite judiciaire qui est contre Soro Guillaume peut être arrêtée et stoppée automatiquement avec un effet immédiat si Alassane Ouattara est d'accord et qu'il prend un décret pour demander tout arrêt juridique à l'encontre de la personne de Guillaume Soro. Automatiquement, tout est arrêté. Et puis on arrête. Guillaume Soro peut rentrer sans problème. Mais pour que cela arrive, il faudrait qu'il inspire confiance au président. Ah oui, parce que le président, il le voit comme un homme dangereux
quelqu'un qui est prêt à déstabiliser la nation ivoirienne. Mais qu'est-ce qu'il doit faire pour donner l'espoir au président de la République que, une fois en Côte d'Ivoire, une fois toute poursuite judiciaire contre sa personne arrêtée, il ne va pas encore reprendre ses bêtises. Pendant qu'il parle de ça, il doit aussi faire des déclarations pour dire, je demande au peuple ivoirien de reconnaître ceux qui sont les perturbateurs là, de se mettre à la disposition du pouvoir, du chef de l'État ivoirien et de travailler au nom de la paix, au nom de la cohabitation et au nom de la stabilité de notre nation. Travaillons et évitons les guerres au sein de notre nation. Bossons ensemble pour le bien-être du pays et que l'armée n'a qu'à se mettre à la disposition de la République ivoirienne pour travailler main dans la main pour le bonheur des Ivoiriens et le bonheur de notre nation. En faisant cette déclaration, le président Ouattara, il va voir, il va dire, mais petit là, il commence à changer. S'il voulait, coûte que coûte, l'emprisonnement de Soro Diom, il va changer d'avis. Mais si c'est vous, vous allez changer d'avis. Parce qu'en ce moment-là, il ne devient plus une menace pour la stabilité, mais il devient quelqu'un qui contribue maintenant à la stabilité, il contribue maintenant à la paix, il contribue maintenant au développement du pays et à la tranquillité des concitoyens ivoiriens. En ce moment-là, il ne devient plus un danger. À partir de ce moment, Alassane peut aviser pour voir que le pardon de Soro Diom était sincère ou n'est pas sincère. C'est à Soro Diom de promettre aux gens qu'il va envoyer pour dire dans les jours à venir, il va entamer des démarches pour la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il ne faut pas Alassane va le voir comme un déstabilisateur, qu'il sait qu'il a commis des erreurs, mais il demande pardon au président. Et il demande surtout pardon à la première dame. À ce moment-là, si la première dame est d'accord, mais elle va convaincre aussi son mari. C'est très important, hein, parce que nos femmes là, elles savent bien nous parler, elles savent nous donner des conseils. Quand ta femme est convaincue et qu'elle te pardonne, tu ne peux pas dire non, fous-moi les cœurs. Seulement si tu es idiot, en ce moment-là, tu peux dire fous-moi. Mais un homme sensé doit écouter aussi sa femme. C'est très important. Donc, voici mes conseils que je donne à Guillaume Soro. Je ne suis pas d'accord avec sa politique. Dans toute chose, quand tu sais que tu es sur le faux chemin, demande pardon. Rien n'est tard quand la vie se prolonge. Il peut demander pardon. Il veut être président. Laisse tomber Soro. Peut-être un jour, 2030 est là. Tu es encore jeune, 2030, tu peux être candidat. En ce temps-là, les Gbagbo, les Ouattara, là, ils sont déjà vieux, fatigués. Est-ce que tu comprends? Ils sont déjà vieux, fatigués. En ce moment-là, ça sera la course entre vous, les jeunes. Les Ahmed Bakayoko, les Soro Diom, les Blé Goudé, les KKB. En tout cas, le champ de la bataille sera libre. Et vous allez participer à cette course électorale. Les Ivoiriens feront un choix. Mini en bac, mais je ne sais pas quel genre de personne vous êtes, mais j'aimerais, excusez-moi pour tous ceux qui regardent et tous ceux qui me suivent, je vais manquer un peu de respect à quelqu'un qui s'appelle Mini en bac. Je pense que vous êtes vraiment idiot. Vous ne réfléchissez pas et vous êtes bête. Vous réfléchissez comme l'anus, votre anus. Le fait de dire il est devenu soroïste, d'où ça vous vient? Parler de la paix, parler de la stabilité et pousser un Ivoirien qui veut déstabiliser le gouvernement ivoirien, qui a un esprit qui est basé sur sa vision à vouloir faire bras de fer, à vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Lui demander de demander pardon parce que ce bras de fer ne va pas à son avantage. Ça, ce sont mes propres analyses. Tout peut surprendre n'importe qui. Peut-être il sait sur quoi il se base, peut-être il a ses raisons, peut-être il va réussir ce bras de fer, peut-être ce bras de fer va lui donner tort, ça va lui faire tort, je ne sais pas. Donc je demande, je lui donne des conseils et vous, vous réfléchissez comme un idiot, réellement des gens comme ça. Et c'est vous qui voulez faire la politique. C'est vous, les mini en bac là, c'est vous qui voulez faire la politique. Des inconscients comme ça, des analphabètes
qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent qu'ils sont intelligents. Tu es trop nul. Va te faire cultiver et reviens encore pour parler de la politique. Reviens encore, va te faire former politiquement parlant et reviens. Je me suis excusé pour le manque de respect que j'allais faire à ce dernier-là, parce que j'ai l'impression qu'ils sont prêts à dénigrer, mais ils ne comprennent pas le fond du message que l'homme dégage. Parler comme ça, c'est aussi la stabilité du pays. Pour que Alassane Ouattara puisse finir son mandat et travailler, réaliser les rêves qu'il a au fond de son cœur et tous ces projets qu'il a mis sur pied. Ça arrange aussi le gouvernement ivoirien. Ça arrange aussi le peuple ivoirien. Et les gens qui meurent de jour en jour, ce n'est pas bien. Donc on poussait d'autres qui sont dans cette idéologie d'aller demander pardon. Ça veut dire qu'il est devenu soroïste. Si j'étais soroïste, j'allais insulter Alassane. Est-ce que tu comprends? Si j'étais soroïste, j'allais critiquer Alassane. Si j'étais soroïste, j'allais dire à Alassane Ouattara, ceci, cela. Mon message, quand tu écoutes, si tu n'es pas analphabète et que tu es intelligent, tu es cultivé, tu allais comprendre que mon message, c'est pour le bien-être du président Alassane, c'est pour le bien-être du pouvoir en place, c'est pour le bien-être des citoyens ivoiriens et le développement de la Côte d'Ivoire. Va te cultiver parce qu'il y a beaucoup qui sont comme ça. C'est-à-dire quand ils te voient, il est devenu, ils réfléchissent, ils agissent, on dirait des criquets. Des malhonnêtes comme ça. Mais réfléchissez quand même. Il ne faut pas utiliser ton anus pour penser à la place de la tête. Tu as un cerveau, il ne faudrait pas que les muscles de l'anus réfléchissent à la place de ton cerveau. Réfléchis comme un humain. Tu as été à l'école pour ne rien. Tu es allé vers les bancs. Tu n'es pas allé sur les bancs. Regardez-moi des incompétents comme ça. Écoutez, je vous aime beaucoup. Je vous remercie infiniment. Mais pour finir, je vous demande d'aller sur ma page. Cliquez sur ma page. Quand vous allez cliquer sur ma page, vous allez voir ma photo de profil. Ma photo du profil et tout. Vous allez voir ça. En dessous de la photo du profil, vous allez voir accueil. Après accueil, sur la même ligne de truc d'accueil, vous allez voir accueil. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Après événement, vous allez voir le mot avis. C'est-à-dire, c'est écrit A-V-I-S. Ça est sur la même ligne comme ça. Sur le mot avis, là, cliquez là. Quand vous allez cliquer sur le mot avis, vous allez voir le chiffre 5 qui va apparaître. Bon, ça va faire clin, ça va apparaître sur votre écran. Cliquez sur le chiffre 5. Notez-moi 5 sur 5. Une fois la note donnée, en dessous de la note, vous allez laisser un petit commentaire en dessous de la note pour dire, ouais, c'est propre, la page est bien, c'est une bonne page qui nous livre des informations crédibles, qui nous permet de nous épanouir et tout. Et voilà, c'est fini. C'est-à-dire, c'est cette petite aide que je vous demande. Donc, faites-le s'il vous plaît, je vous demande avec humilité, avec sagesse. Si on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur la page Fin des perturbateurs politiques. Et aussi, allez-y vous faire abonner sur la page Info Afrique. Parce que l'ancienne page Info Afrique avait été piratée. Et donc, j'ai créé encore une nouvelle page qui porte le même nom, Info Afrique. Et Info s'écrit I-N-F-O-S. Vous séparez, il y a espace. Vous écrivez Afrique avec grand A, F-R-I-Q-U-E. Donc, vous écrivez Info Afrique. Il y a la photo comme profil Ahmed Bakayoko, c'est-à-dire l'image d'Ahmed Bakayoko que vous allez voir comme photo de profil. Vous tapez Info Afrique, vous allez voir la page, vous vous abonnez là-bas et abonnez-vous sur cette page Fin des perturbateurs politiques. Et n'oubliez pas de mettre les étoiles que je vous ai demandées. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive la stabilité et vivre les conseils de bien compris. On est ensemble. C'était moi.